Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Merci au bon Dieu de nous avoir donné la chance, une fois de plus, de nous retrouver pour parler du renversement illégal du pouvoir politique, qui n'a jamais été une question qui prête à discussion ou qui fait l'objet d'argumentation dans les pays sous-développés. Vous savez, les pauvres citoyens des pays sous-développés, inspirant désespérément au changement pour tout simplement bénéficier un jour de leur droit légitime qui est de profiter légalement à la redistribution équitable des richesses de leur pays, sont malheureusement pris entre les politiciens démagogues, les criminels en puissance que sont nos militaires sans formation patriotique et des citoyens qui se sentent étrangers dans leur propre pays, soi-disant appelés rebelles. Il faut juste mémoriser à jamais dans votre esprit que les coups de force et les rébellions armées sont interdits catégoriquement dans toutes les constitutions du monde parce qu'ils représentent les forces centrifuges qui agissent impitoyablement sur le fonctionnement de la démocratie, tendant à le pousser radicalement en direction opposée. Je ne parlerai pas malheureusement de la rébellion car elle se crée dans l'illégalité et elle agit toujours dans l'illégalité. Et ma raison est très simple. Une rébellion est anticonstitutionnelle depuis sa naissance, contrairement à une armée conventionnelle qui peut aujourd'hui dérouter quand elle n'est pas dotée d'une éthique à la mesure du monde contemporain et d'une mission républicaine. Par ailleurs, il existe un autre problème flagrant qui sévit dans la plupart des pays sous-développés et qui empêche le déclenchement de leur processus de développement. Quand on oblige aujourd'hui un pays souverain à négocier ou même signer des accords fictifs avec une nation sans État, c'est donc le monde à l'envers. Ce sujet dépasse largement ma modeste compréhension. Eh bien, je vais vous parler maintenant des 3 formes de renversement du pouvoir dans les pays politiquement pauvres. 1. La toute première forme est le putsch. Le putsch n'est rien d'autre qu'un coup d'État réalisé par la force des armes. La deuxième forme est le coup d'État. Un coup d'État n'est rien d'autre qu'un renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité de façon illégale et souvent brutale. En Europe en général, avant la stabilisation du pouvoir politique pour faire le choix entre les régimes politiques, c'est-à-dire choisir par exemple entre le régime présidentiel et le régime parlementaire, les conflits étaient fréquents entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs parlementaires. Il faut noter que les régimes présidentiels en Europe ont eu de courtes durées de vie et le régime parlementaire y a été préféré. Comme exemple palpable, en France, la Constitution de 1848 a instauré un régime présidentiel qui s'est achevé par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, soit 3 ans plus tard. Enfin, la troisième forme de renversement du pouvoir est la révolution. Une révolution est définie comme un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place, prend le pouvoir et réussit à le garder. 2 grands événements politiques sont considérés comme les premières grandes révolutions de l'histoire. D'abord, en 1776, la révolution américaine qui correspond à la naissance des États-Unis d'Amérique. Puis en 1789, la Révolution française qui marque l'avènement de la République en France. Il faut donc comprendre que la plupart des pays appelés développés aujourd'hui ont été colonisés d'abord et ce n'est qu'après une guerre civile dans certains ou une révolution populaire dans d'autres que le processus de développement s'est déclenché. Je n'ai pas la prétention d'inciter qui que ce soit à la violence. Bien au contraire, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que
les révoltes du peuple africain se font toujours prendre en otage à la toute dernière minute par des groupes armés qui se font passer par des libérateurs. Donc c'est toujours une mini-révolution ou une révolution non achevée, car les initiateurs de la révolte n'arrivent jamais à garder le pouvoir. Vous savez, chaque parcours de la vie d'un être ou d'une nation est à la fois obligatoire, inévitable et non modifiable. C'est une évidence divine, quelle que soit la croyance. Vous conviendrez avec moi que toutes les trois formes de renversement du pouvoir politique, définies précédemment, nécessitent chacune l'utilisation des armes, des outils de destruction fabriqués par nous-mêmes pour supposément nous défendre, mais qui nous servent aujourd'hui à nous entretuer. Que pouvons-nous faire maintenant pour assurer un changement légal de pouvoir politique dans nos pays souverains, pour éviter enfin un renversement du pouvoir perpétré toujours par une minorité de citoyens antidémocratiques? Croyez-le ou pas, nous disposons naturellement chacun d'une arme gratuite, très efficace, mais dormante chez la plupart des citoyens des pays sous-développés, qui est l'intelligence. L'intelligence permet tout simplement de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Elle peut être également perçue comme la capacité à traiter l'information pour atteindre ses objectifs en dépensant le moins de ressources possible. Pour donc réveiller cette arme gratuite, très efficace, qui est notre intelligence dormante, nous avons initié le présent projet avec son nom symbolique, incubateur de bon sens, pour stimuler l'éveil de conscience. J'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur une toute petite chose, mais très importante. Avez-vous eu la curiosité de bien comparer le mot urne au mot arme? Sur le plan de la définition, l'urne, pour les votes bien sûr, désigne un récipient utilisé lors des élections pour recevoir des bulletins de vote secret. L'arme, quant à elle, est un outil ou un dispositif autonome destiné dans sa conception ou dans son utilisation pour tuer un être vivant ou causer une destruction matérielle. Mais c'est sur le plan interprétation que tout se joue dans les pays politiquement pauvres. Regardez bien ces deux mots, urne et arme. Ils sont tous les deux constitués de 4 lettres. Mais on verra ensemble comment les ennemis d'une nation démocratique et politiquement pauvre interprètent le mot urne. Au lieu de passer par la voie démocratique, qui est de conquérir le pouvoir par les urnes, les ennemis de la démocratie prennent les armes pour s'aimer la zizanie. Il faut donc constater qu'avec seulement 2 armes, on peut transformer le mot urne en arme. Ça vous fait rire, hein? Quand on couvre le haut de la lettre U, il deviendra la lettre A. Et quand on ajoute un second pied à la lettre N, on obtiendra la lettre M. C'est aussi simple que ça. Je vous avoue qu'il faut seulement 2 ennemis de la nation, possédant seulement 2 armes légères comme la Kalachnikov, pour s'aimer la zizanie dans un pays politiquement pauvre. Dans le cas précis des bandits armés qui se sentent étrangers au nord de leur propre pays qui est le Mali, je résume cette histoire en 2 phrases. 1. La plupart de ces bandits armés sont issus de la tribu régnante qui étaient les maîtres coraniques. 2. À la première heure de la soi-disant démocratie au Mali, tous les élus étaient de la famille de cette tribu minoritaire mais dominante. Quand ils ont constaté au fil du temps venir à la commande des affaires de l'État par la voie démocratique des individus des autres tribus majoritaires qui sont qualifiés de basse classe selon leur structuration sociale, ils ont pris des armes pour s'aimer la zizanie. Aujourd'hui, si jamais la seule ville de Kidal, qui est le symbole de cette révolte,
passait aux élections pour déterminer si les habitants voulaient la partition du pays, ces bandits armés perdront sans doute. Exigeons donc la voix de l'urne pour assurer la primauté de la volonté des citoyens maliens. Revenons maintenant à nos moutons. D'après l'histoire, nos ancêtres ont fabriqué des dispositifs pour faire la chasse et pour se défendre contre les agresseurs. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde contemporain, ces mêmes dispositifs, mais plus perfectionnés, sont utilisés par les politiciens pour nous exterminer. L'humanité est déjà rentrée dans une nouvelle ère. Comprenons cela et utilisons notre intelligence au profit de ce qui est bien pour nous, pour faire taire ces armes perfectionnées et les pointer seulement vers les éventuels agresseurs et les ennemis de la démocratie. Mes chers confrères et consoeurs des pays sous-développés, examinons soigneusement toutes les actions de tous nos leaders politiques pour les obliger d'arrêter la politique politicienne et de faire désormais la vraie politique dont les décisions sont toujours fondées sur des bases scientifiques. Car au sens étymologique du terme, la politique veut dire les affaires de la cité. Point barre. La politique politicienne n'est rien d'autre que l'attitude des hommes politiques consistant à se préoccuper des questions de pouvoir entre politiciens et partis politiques davantage que les affaires de la cité. Vous savez, la politique doit tout simplement permettre aux citoyens partageant les mêmes objectifs de se mettre ensemble pour promouvoir un programme commun dans le but d'améliorer leurs conditions de vie socio-économique et d'assurer éventuellement un meilleur avenir pour leurs descendants. Nous devons toujours nous mettre ensemble pour construire nos pays respectifs, car un pays se construit avec les efforts collectifs de tous ses citoyens. Adhérer à un groupement organisé est donc un geste significatif et patriotique qui contribue à faire progresser une cause. Pour mieux comprendre cela, je profite de cette occasion pour vous rappeler la définition du développement durable. Le développement durable permet de promouvoir par l'action collective et dans la durée un développement économique, environnemental et social centré sur l'intérêt, les potentiels et les besoins des populations actuelles, à commencer par les plus démunis, et garantissant la préservation des ressources et le devenir des générations futures. Tout État responsable doit mettre en exécution de bons programmes politiques pour accompagner les citoyens dans leur processus de développement. Il faut que les citoyens des pays sous-développés retiennent dans leur esprit que tout le jeu politique se joue autour des questions de droits, devoirs et responsabilités des États et des citoyens. Pour assurer donc une bonne règle de jeu politique, c'est là où intervient normalement le rôle des hommes politiques, qui est de soutenir des causes, développer des idéals ou des idéologies et enfin développer des stratégies pour l'atteinte des différents objectifs fixés. Quant aux partis politiques, ils doivent toujours faire leur propre enquête par rapport à l'évolution de la société, rédiger des rapports dans lesquels ils exposent l'évolution du climat politique, mais tout en proposant leurs solutions pour le développement. Je vous ai dit tout à l'heure que pour faire taire les armes et les pointer seulement vers les éventuels agresseurs et les ennemis de la démocratie, qu'il faut faire de la politique. Et oui, c'est la politique qui définit le rôle de l'armée dans un pays démocratique. Je vais vous rappeler de la définition du rôle et l'organisation d'une armée. Une armée est une organisation structurée d'hommes et de femmes armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles. Lorsqu'une armée est organisée par un État, elle est une institution et ses objectifs sont subordonnés aux objectifs politiques de cet État. On parle alors de l'armée avec l'article défini. Lorsque l'État est en grand danger, par exemple en cas de guerre totale, l'institution militaire prend habituellement une très grande extension. Toute la vie civile est militarisée à des degrés divers.
Lorsque la fusion entre l'appareil d'État et l'appareil de l'armée est complète, on parle alors de dictature militaire. Nous, citoyens des pays sous-développés, nous devrions tout d'abord chercher à savoir quel modèle d'armée émane de nos gouvernements légitimes, car il n'y a que deux. Le tout premier modèle est l'armée de levée, où il y a conscription, c'est-à-dire service militaire obligatoire. Donc l'armée permanente est alors composée de militaires professionnels, de volontaires et de conscrits. Et la réserve est obligatoire, c'est-à-dire la disponibilité des réservistes ayant complété leur service militaire actif. Le second modèle est l'armée de métier, où il n'y a pas de conscription. L'armée permanente est composée exclusivement de professionnels et volontaires, et la réserve est de composition volontaire. Le caractère très organisé d'une armée se traduit par la hiérarchisation de ses membres dans des grades militaires qui se méritent normalement. L'organisation d'une armée est également apparente dans sa propre structure qui, malgré quelques variations locales, reprend presque partout le même chemin et les mêmes règles. Ce type d'organisation est suffisamment caractéristique pour être entré dans les habitudes communes. Et une armée est largement synonyme de structure rigide où respect de l'autorité et obéissance sont la règle. Pour tout conclure, en proposant nos solutions simples et concrètes, je m'adresse à tous les citoyens des pays sous-développés. Refusons désormais de mourir dans l'ignorance, tout en oubliant que la place des militaires, c'est dans les casernes, tout en oubliant que la place des casernes, c'est dans les frontières et les localités stratégiques de nos pays. Et il faut toujours se rappeler que c'est notre argent, à travers nos taxes payées, qui supporte en grande partie les dépenses des forces de défense et de sécurité. N'acceptons plus que les militaires sans formation patriotique nous massacrent avec des armes achetées avec notre propre argent pour conquérir le pouvoir et non pour défendre notre patrie. Sur ce, je vous laisse ici aujourd'hui en espérant vous retrouver prochainement avec d'autres sujets d'actualité. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. À la prochaine.